Le gros souci que tous les visionnaires ont, c'est qu'ils ont cette opportunité de voir ce que le commun du mortel ne voit pas, de voir avant les autres. Et tu vois, comme j'ai coutume à vous dire ici, c'est tellement dur, c'est énergivore de pouvoir, c'est-à-dire que connaître les choses avant tout le monde, pouvoir voir les choses avant tout le monde, et d'attendre que tout le reste du monde, c'est-à-dire que ce soit à la même longueur d'onde que toi. Le temps que beaucoup, c'est-à-dire que prennent conscience, tu vois, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Et c'est tellement compliqué. En 3 semaines au pouvoir, Donald Trump est en train de révéler tout ce que nous partageons ici sur la chaîne. Quand je parle ici de rapport de force, quand je parle de l'intérêt pour nous d'aller valoriser et vulgariser nos produits du terroir, quand je parle ici, c'est-à-dire que de la production locale, de la création de la valeur, c'est-à-dire que sur le plan local, de la redistribution de la richesse sur le plan local. Je demande ici d'aller développer, c'est-à-dire que nos richesses endogènes. Parce que c'est en développant avec la richesse endogène qu'on pourra développer la vraie richesse en fait. Et quand je parle ici des richesses, tu vois que la richesse est sur plusieurs formes. C'est sur le plan culturel, c'est sur le plan de l'éducation, c'est sur le plan technologique, c'est sur le plan scientifique, c'est sur le plan de notre autonomie sur le plan alimentaire, c'est sur le plan des industries, et sur la transformation agroalimentaire, c'est sur le plan de l'énergie, c'est sur le plan de la recherche, sur le plan médical, c'est sur le plan des infrastructures. Tu vois, c'est un chantier qui est vaste. Et c'est vraiment dans notre richesse aussi, que sur le plan identitaire. Qui sommes-nous? Où est-ce qu'on va aller? Et qu'est-ce qu'on veut devenir en fait? Et tu vois que Donald Trump arrive de façon décomplexée, balancer ça au visage du monde. Donald Trump arrive en mettant en avant avec l'Amérique d'abord. America First. Il est arrivé en disant qu'il vient balayer avec toute la bien-pensance. Tu sais qu'aujourd'hui, on fait comprendre que le monde, c'est un monde globalisé, ou sur le plan diplomatique. Beaucoup te disent que cherchent le consensus. Ils sont là dans une fausse diplomatie, que dans une hypocrisie. Mais alors que tous pensent pareil comme Donald Trump. Mais Donald Trump a pris ce courage-là de venir parler tout haut. Ce que beaucoup pensent tout bas. Mais qu'est-ce qui peut donner ce courage à Donald Trump? Ce qui donne le courage à Donald Trump, c'est parce que c'est un homme d'affaires accompli. Lui, il vient du monde des affaires, c'est un multimilliardaire. Il n'est pas, que dans la diplomatie, que de chichi. Il est, que brut de décoffrage. Et c'est que dans le monde des affaires, comme je vous dis d'habitude, le monde des affaires, c'est brutal. La réussite est brutale. Réussir dans la vie, ça demande de faire des vagues. Il le sait. Il sait très bien qu'il n'est pas là pour plaire à tout le monde. Il n'est pas là pour qu'on dise que on aime Donald Trump. Il s'en fout. Ce qu'il cherche ou ce qu'il veut obtenir, ce sont ses résultats. Quand il dit je veux, c'est-à-dire que obtenir ce résultat pour mon pays, tel que les États-Unis d'Amérique, il s'en fout de la forme. Et il sait aussi aujourd'hui que nous sommes dans un monde médiatique. Il sait jouer avec les médias. Il sait qu'il lance comme ça des boules puantes. Il prêche des fois de le faux pour avoir le vrai. Il est dans l'intimidation. C'est un bulldozer. C'est un bulldozer. C'est un berger allemand. Il frappe. Et on panique. Et on cède. Il a compris qu'il faut frapper fort. Si en face, l'adversaire panique, il tombe dans le tchouki. Il devient le mougou. Et il le bouffe. Tu as vu que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a annoncé que depuis, il ne fait que faire des annonces. Il ne fait que signer des décrets. C'est le champion des décrets, en termes de signature des décrets. Depuis pratiquement 3 semaines, il est peut-être à 50 décrets d'aller signer. Il a dit qu'il venait de lutter contre l'immigration. Il est en train de rouffler les immigrés. Tu te rends compte?
Les immigrés vont de façon menottée. De façon menottée. Tu imagines un peu l'image que ça renvoie aux différents pays. Il a dit qu'il venait s'attaquer ici à l'économie. Il veut que l'Amérique soit l'usine du monde. Il veut que toutes les industries, toutes les sociétés viennent investir aux États-Unis. Il a augmenté les taxes. En augmentant les taxes, qu'est-ce qu'il a provoqué? Il a provoqué aussi une tension, une guerre commerciale. Il a taxé le Canada à hauteur de 25%, taxé le Mexique à hauteur de 25%. Qu'est-ce que ça a donné? Les Mexicains ont réagi. Le Canada aussi a réagi en disant que eux aussi, ils vont augmenter les taxes. Et derrière, il faudrait que les Canadiens consomment beaucoup plus canadiens. Mais qu'est-ce que Donald Trump a fait? Donald Trump, pendant que je te parle, a mis une pause sur la taxe canadienne et la taxe mexicaine. Parce que les Canadiens aussi sont revenus en disant que bon, ils vont aussi venir sur la table de négociation. Du côté du Mexique, les dirigeants mexicains ont aussi demandé de négocier. Le président ou la présidente du Mexique a dépêché 1000 hommes pour pouvoir contrôler la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Tu vois, c'est ça le rapport de force. Pourquoi je te dis tout ça? Je te parle de rapport de force. Je te parle de rapport de force. Et les nations ici qui se respectent se doivent aussi d'avoir ce rapport de force. Est-ce que tout le monde doit aller courber les chines face à Donald Trump? Non. Ceux qui ne vont pas courber les chines, c'est les pays ou les nations qui ont leur souveraineté. Des nations qui ont l'autonomie. Mais moi, que je titre en disant que si nous ne changeons pas, si nous continuons à garder ces habitudes-là, telles que c'est maintenant, même dans 1000 ans, je vous le dis tout, même dans 1000 ans, vous voyez comment ici, je vous dis ce que je pense, même dans 1000 ans, on ne pourra pas changer. Et vous voyez que ce qui est en train de se passer en ce moment me donne raison. Donald Trump aussi s'est attaqué aux pays africains en disant qu'ils vont supprimer l'aide que les États-Unis donnent sur le plan du développement sur 90 jours. Est-ce que tu imagines un peu ça? Cette aide que les États-Unis donnent, si Donald Trump supprime tel qu'il est en train de dire, il a même déjà fait, ça va venir détruire, déstabiliser l'économie de beaucoup de pays africains. Il a commencé déjà par l'aide médicale. Tu sais que c'est lui qui finance. Les États-Unis aussi accordent des aides sur les médicaments. Les médicaments tels contre le sida, les médicaments sur le paludisme. Ils soutiennent énormément de recherche. On a des aides sur le plan de l'éducation. Les États-Unis aussi subventionnent notre éducation. Avec cet argent-là, on est censé aller construire les écoles dans l'arrière-pays afin de pouvoir éduquer nos enfants. Les États-Unis donnent l'aide de développement sur l'agriculture et l'élevage. Je vais t'expliquer. Et j'aimerais que dans les commentaires, tu me dises aussi qu'une personne qui te donne son argent pour que tu aies développer ta recherche, pour que tu aies créer des écoles, pour que tu puisses te soigner, pour que tu puisses construire les infrastructures, les routes. Il y a que des aides aussi pour que tu aies développer ta recherche. Mais cette personne-là te donne l'argent pour rien. Est-ce que cette personne-là, quand elle te donne que bon, de façon désintéressée, que l'on prend parce que j'en ai trop? Parce que voilà, il ne faut pas aussi oublier qu'aux États-Unis, il y a pas mal de problèmes. Il y a des problèmes aussi tels que sur le plan économique. Il y a le chômage. Il y a des personnes aussi qui sont pauvres. Il y a des Américains de l'Amérique profonde qui pleurent, qui souffrent. Certains ne peuvent même pas se soigner. Donc, derrière ces aides-là,
qu'est-ce qu'on ne nous dit pas derrière? Si je te donne de l'argent pour aller ouvrir les écoles, derrière ça, j'aurai mon mot à dire que sur la qualité de l'éducation que tu dois donner. Pourquoi on se plaint que de la qualité d'éducation que nous avons si c'est les autres qui financent notre éducation? Parce qu'il n'y a pas que les États-Unis. Les États-Unis donnent, la France va donner, tous les pays occidentaux donnent ces aides-là. Nous vivons grâce aux aides. Ça fait que nos écoles sont formatées. On passe le temps à dire ici que la qualité d'éducation qu'on nous donne, ce n'est pas, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le contexte africain. Moi, je te dis que je suis j'ai suivi un cursus technique où j'ai fait de l'électronique de conception. Mais comment tu peux expliquer que dans mon pays, on va mettre une technologie aussi pointue comme l'électronique de conception alors que nous n'avons aucune usine ne fût-ce que même d'assemblage des appareils électroniques. Électronique de conception, nous on fabriquait des radios. Je peux concevoir un transistor. Mais nous n'avons aucune usine, même ne fût-ce que d'assemblage. Mais regardez en Asie, des compagnies comme Sony, des compagnies comme l'ancien JVC, des compagnies comme Samsung. Mais nous n'avons aucune usine, nous n'avons aucune société de fabrication, même ne fût-ce que de semi-conducteurs, de transistors, de résistances, ainsi de suite. Alors que nous avons la matière première. C'est ça l'aberration en fait. Donc dès qu'on sort, on est livré à nous-mêmes. Dès qu'on finit, nous sommes obligés soit de finir dans l'enseignement. Ce que mon petit frère a fait, mon petit frère est docteur en électronique. Mais il enseigne à l'UIT. Un cerveau qui pouvait aujourd'hui, qu'on pouvait utiliser pour concevoir, fabriquer, aujourd'hui, des appareils technologiques. Mais on se cantonne au tableau noir à écrire. C'est ça l'aberration en fait. Donc tu vois que lorsque nous ne sommes que là à attendre des aides, tu vois que les autres nations, l'Union européenne, a formé un bloc pour pouvoir contrecarrer, lutter de façon commerciale avec les États-Unis. Parce que la France à elle seule, elle ne peut pas compétir face aux États-Unis. Les États-Unis sont combien de millions? C'est une grosse économie, c'est la première puissance, c'est l'une des premières puissances économiques, technologiques, scientifiques, sur la recherche, sur l'armement, sur tout. Donc l'Europe a compris que pour pouvoir combattre cette mastodonte-là, il faut qu'il fasse bloc. Tu vois que l'Europe ici, que sur le plan de la recherche, se mettent ensemble pour pouvoir faire des recherches pointues sur le plan technologique. C'est pour ça que des fois, tu les vois, ils ont des programmes conjoints tels que sur l'envoi des fusées. Quand tu entends la station spatiale Ariane, c'est un projet européen. Parce que ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de technologie, ça demande beaucoup de savoir-faire. Où ils se mettent ensemble pour pouvoir compétir les mastodontes comme les États-Unis et puis la Chine. Et compétir même contre l'Asie. Mais nous, dans tout ça, comment est-ce que nous pensons? Tu vois donc, quand Donald Trump donne ses aides, et qu'il vienne maintenant dire qu'il enlève les aides, il enlève les aides pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que nous ne sommes pas en train de partager leur idéologie. À partir du moment où tu penses comme eux, à partir du moment où nos différents dirigeants vont dans leur sens, on te donne les aides. Mais tu me diras, est-ce qu'il y a mal à ça? Est-ce que toi, tu peux donner ton argent à quelqu'un qui ne te respecte pas? Est-ce que toi, tu peux donner ton argent à quelqu'un qui ne pense pas comme toi? C'est normal que quand je donne mon argent, la moindre des choses, c'est que la personne ait un minimum de considération pour moi. Donc quand Donald Trump vient enlever ça, pour moi, tu as dit que ça ne me dérange pas tant que ça. Parce qu'on devrait être nous-mêmes, on devrait chercher à être autonome par nous-mêmes. Vous voyez que nos dirigeants, que nos différents pays se sont assis, que sur, je veux dire, sur cette facilité-là,
à penser que nos différents pays vont se développer grâce aux aides. C'est une aberration. Donc tu vois, aujourd'hui, certains pays, beaucoup de pays, surtout des pays d'Afrique subsaharienne, vont souffrir. Donald Trump l'a fait avec l'Afrique du Sud, en disant que l'Afrique du Sud va supprimer tes l'aide à l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud est en train de vouloir arracher les terres aux Blancs. Le président sud-africain lui a dit, mon ami, tu peux enlever les aides, mais laisse-nous gérer nos affaires. Tu n'as pas à te mêler dans nos affaires. L'Afrique du Sud, elle peut lever la tête pour le dire. Parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est développé. L'Afrique du Sud n'a pas envié, tel que les États-Unis d'Amérique, n'a pas envié l'Occident. L'Afrique du Sud, sur le plan de la recherche scientifique, est avancée. L'Afrique du Sud peut fabriquer elle-même ses médicaments. L'Afrique du Sud, sur le plan technologique, est avancée. L'Afrique du Sud, sur le plan des ressources, a énormément de ressources. Mais est-ce que nos différents pays d'Afrique, que ce soit central, ou que ce soit d'Afrique de l'Ouest, est-ce que nous, on peut se permettre de le dire? C'est la question que je pose. Tu vois que beaucoup de pays vont piquer du nez. Et la question qu'on doit se poser aussi, tout cet argent qu'on donne depuis des décennies, est-ce que nos différents dirigeants utilisent ces argents-là à bon escient? Est-ce que nous avons des écoles de qualité alors? Est-ce que nous avons des hôpitaux de qualité? Est-ce que nous avons des routes de qualité? Est-ce que nous avons une éducation de qualité? Est-ce que nous avons les industries développées? Est-ce que nous pouvons aujourd'hui transformer notre matière première? Est-ce que nous avons une éducation, une population formée qui puisse aller aujourd'hui répondre aux besoins de réels que nous traversons? Est-ce que nous avons les industries? On se doit se poser cette question-là. C'est pour ça que moi je dis que si on continue avec cette habitude, ce comportement, même dans 1000 ans, on ne va pas se développer. Parce que pour se développer, ça va demander un esprit de patriotisme. Ça va demander d'être vraiment... d'avoir, c'est-à-dire que le hymne, là qu'on dit, la foi, aimer son pays, aimer le travail, avoir une vision sur le long terme, être honnête, je dis bien être honnête, ne pas attendre la gratification instantanée, mais viser le long terme. Viser le très long terme. Et derrière ça, je parle d'être discipliné. D'être discipliné, d'être patient, d'être persévérant. Oui, quand je dis tout ça, je vois déjà certains qui ont déjà, à 17 minutes, qui ont même déjà zappé. Je demande ici de mettre le pouce. Il faut mettre le pouce. Il faut mettre le pouce, les gars. Tout ce que je vous dis, c'est du pain béni. Moi, je le dis parce que j'ai compris une chose. Je vous dis, la réussite est sur plusieurs formes. Ce n'est pas pour rien que j'ai pris assez de temps pour partager tel qu'avec vous. J'ai pris tel que le temps de vous partager ici la pédagogie sur le plan agricole. Partager sur le plan de l'élevage. Partager sur le plan du business. Partager sur le plan du développement personnel. J'insiste sur le développement personnel. Que si nous ne sommes pas là à travailler notre être intérieur, on ne pourra rien faire. Donald Trump vient, il sait que tout est mental. Quand il vient, il annonce le message America First. Il vient redonner le goût aux citoyens américains d'être fiers d'être américains. Il vient booster l'économie de l'Amérique. Il vient, il a dit c'est l'âge d'or de l'Amérique. Il vient redonner la confiance aux Américains. Il vient permettre aux investisseurs américains d'investir plus que jamais. Il dit c'est l'Amérique qui va nourrir le monde. L'Amérique va aller reconquérir les parts de marché. Mon Dieu, je vous ai posé la question, c'est dans la tête. Un jeune, la population américaine, quand elle entend un discours comme ça, comment t'as dit que le peuple réagit? Un jeune qui entend son président, mais ça donne la force. A contrario, voilà Donald Trump qui vient de supprimer les aides. Nos chefs d'État, comment ils réagissent?
Ils sont déjà dans la pleurniche. Ils sont déjà en train de pleurer comment ces aides-là vont venir détruire l'économie. Ça va venir ralentir le développement de l'Afrique. Ça va venir enfoncer encore l'Afrique plus que les Africains plus que jamais. Vous vous rendez compte? Avec une mentalité comme ça, où est-ce qu'on peut aller? Une mentalité de pleurniche. Et de l'autre côté, l'autre est conquérant. Et il sait que quand tu viens dire ça, il sait qu'il te tient. Vous pensez vraiment qu'on a vraiment besoin de ces aides-là pour se développer en Afrique? Mais moi, je dis que pour moi, c'est-à-dire que c'est l'occasion plus que jamais. Pour moi, c'est-à-dire que c'est le bon moment. Les 4 années de mandat de Donald Trump, c'est 4 ans qui pourront comme ça nous permettre peut-être de nous émanciper. Parce que oui, quelque part, c'est un mal en bien. Hein. On a commencé à nous aider au départ. C'est bien. On ne refuse pas d'aider son prochain. Mais l'idée est ici de se dire qu'on ne peut pas que vivre éternellement des aides. Parce qu'à force toujours de te mettre la nourriture dans la bouche, tu ne sauras jamais comment on fait que pour aller chercher ce repas. Et même quelque part, que ça va te garder dans la zone de confort, tu ne sauras même pas comment apprécier ce repas-là. Pour toi, tu vas te dire que non, c'est... Je veux dire... C'est même, c'est un acquis en fait. Que c'est même normal qu'ils nous aident, c'est même normal qu'ils nous donnent. Nous, on n'a rien à faire, ils doivent nous donner. Non. J'ai coutume à te dire ici que c'est dans la pauvreté, c'est dans la difficulté qu'on se transforme. C'est dans la difficulté qu'on se découvre. C'est dans la difficulté qu'on sort le meilleur de soi-même. Le fait de te donner tout le temps te transforme en mendiant. Le fait de dire que aidez-moi, aidez-moi. J'ai même posé la question. Je repose encore cette question. La pauvreté est-elle héréditaire? À ce niveau-là, quand moi j'entends nos dirigeants parler, je vais dire que la pauvreté, c'est plutôt épigénique. Épigénétique. J'ai coutume à te dire que non, la pauvreté n'est pas héréditaire, mais la pauvreté peut être épigénétique. C'est que l'hérédité ici, c'est quand c'est dans les gènes. À force même, on peut même dire même que c'est même dans nos gènes. Mais épigénétique ici, parce que oui, la situation que traversent nos pays, la façon dont nos dirigeants parlent, de façon que ça peut nous contaminer à la pauvreté. Parce que quand un dirigeant dit, ouais, les aides que les pays occidentaux devaient nous donner, comme ils nous ont supprimés, ça va, c'est-à-dire que ralentir notre économie, on va s'appauvrir, on ne pourra plus aller à l'école, on ne pourra plus créer des écoles, on ne pourra plus créer des industries, on ne pourra plus faire ceci, on ne pourra plus faire des routes. Quel est le message que ça t'envoie? Ça t'envoie, c'est des messages négatifs. C'est des messages négatifs que ça t'envoie. Et quand tu vois ça comme ça, quel est le message que ça t'envoie? Ça t'envoie que non. C'est plutôt les Occidentaux qui sont les mauvaises personnes. Parce qu'ils sont en train d'enlever ces aides. Et quel est le message que ça te donne? Ça te donne que non, ce n'est pas de ta faute. Tu ne peux rien faire. Et c'est comme ça que, de façon indirecte, ça t'affecte. Ça affecte ton moral. Ça affecte ta santé mentale. Oui, parce que lorsqu'on est stressé, on peut devenir fou. Hein? Lorsqu'on a faim, lorsqu'on n'a pas de l'argent, on se retrouve en train de manger n'importe quoi. On se mange, comme on dit chez nous, le non contrôlé. Et quand tu manges le non contrôlé, ça affecte ta santé sur le plan biologique. Tu peux te retrouver en train d'être atteint avec de l'obésité. Oui, l'obésité, qui entraîne quoi? Qui va t'entraîner avec des maladies telles que dégénératives comme l'hypertension, les maladies telles que cardiovasculaires, les AVC, les crises cardiaques. Tout ça, c'est-à-dire que c'est dû à un message, hein, et dû, c'est-à-dire à l'environnement dans lequel tu es, et dû, c'est-à-dire au message subliminal que tu entends. Donc, quand Donald Trump il t'envoie un message, c'est un message subliminal. L'Amérique conquérante, America First, nous sommes les meilleurs, nous sommes les champions, on va les conquérir. C'est un message subliminal que lorsque ton cerveau, c'est-à-dire entend ça, ça te dit que tu es le meilleur, que tu peux. Contrairement à un enfant africain où on dit que non, toi tu viens d'un pays, continent pauvre, qu'on aide seulement.
C'est grâce aux aides. C'est les autres qui t'aident. Et ça fait quoi? Ça diminue la force des dirigeants africains. Parce qu'eux, ils sont quoi? Parce qu'on les aide. Et quand on aide maintenant, ils deviennent quoi? Ils sont obligés de suivre l'idéologie, c'est-à-dire que des personnes qui ont donné. Lorsqu'ils ont commencé à vouloir lever la tête, à dire que non, on va maintenant du côté de la Russie, l'Occident a fait quoi? L'Amérique et ses alliés, on vous sanctionne. On ne vous donne plus rien. On ne vous donne plus rien. Et lorsqu'on ne donne pas, on se met à pleurer. Est-ce qu'on peut changer ça? Oui, je dis on peut changer ça. Il suffit de regarder comment la Chine a fait. Il suffit de regarder tout simplement comment la Chine a fait. La Chine a connu que tous les services que nous avons connus. La Chine a connu la pauvreté, la Chine a connu la misère, la Chine a connu la galère, la trière, la Chine a connu la famine. Ce que certains pays te disent que chez nous en Afrique, nous n'avons pas connu la famine. Mais comment la Chine s'est relevée? La Chine te dit que s'est relevée de ses cendres en se recocoviant tel que sur elle-même, en disant qu'on va grandir de l'intérieur, on va puiser dans nos richesses ancestrales, dans nos valeurs, dans notre culture, dans ce que nous avons de plus, le terroir. On va produire local, que ce soit de l'agriculture, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans le domaine, je veux dire, médical. Ils ont développé que leur pharmacopée traditionnelle. Jusqu'à maintenant, en Chine, la pharmacopée traditionnelle rivalise avec la médecine moderne. Ils fonctionnent avec les deux. Ils se sont dit qu'ils vont plutôt aller sur le plan de l'éducation, ils vont former une main-d'œuvre qualifiée, répondant aux réalités telles que locales. Ils ne se sont pas, je veux dire, souciés à un premier temps d'aller chercher à former, c'est-à-dire que les hauts cadres, les diplômes que nous avons ronflants qui ne nous servent même à rien. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'école ne sert à rien, mais je précise encore sur la qualité de l'école, la qualité de l'enseignement. Je t'ai dit ici que je suis allé faire de l'électronique de conception, alors que chez nous, il n'y avait même pas une usine d'assemblage. Je dis même d'assemblage, je ne dis même pas de fabrication, d'assemblage d'appareils électroniques. Donc quand on va former les jeunes comme ça, je te dis, ça fait plus de 30 ans que je suis sorti des bancs. Tu imagines que si on avait pensé que notre modèle d'éducation, en ayant des industries sur l'électronique, dès qu'on forme un jeune sur le plan dans le domaine de l'électronique et qu'il entre directement dans le marché, tu imagines en 30 ans la performance qu'on peut avoir. Quand je vous dis ici qu'on se doit de valoriser que la technique est locale, c'est parce que je sais de quoi je parle. J'ai fait ce tronc commun. C'est-à-dire qu'on a des cerveaux, c'est-à-dire en termes de chaudronnerie, en termes de mécanique générale, en termes de mécanique, en froid et climatisation. Tu te rends compte qu'on forme les enfants en froid et climatisation. Nous n'avons aucune usine qui puisse, c'est-à-dire que ne serait-ce qu'assembler même les frigos. Je dis assembler les frigos. On forme, c'est-à-dire qu'en chaudronnerie, nous n'avons pas des usines de sidérurgie, c'est-à-dire que de renom. On forme en mécanique auto, nous n'avons pas, c'est-à-dire des usines, ne serait-ce que même d'assemblage de voitures. Pour moi, c'est une aberration. Alors que la Chine, elle a fait quoi? Elle a fait l'inverse. Elle a formé une main-d'œuvre qualifiée et derrière ça, a utilisé cette main-d'œuvre-là, a mis cette main-d'œuvre à la disposition du marché mondial. C'est pour ça que la Chine est l'usine du monde. Lorsque les gens viennent produire en Chine, la Chine bénéficie d'un savoir-faire. Et en bénéficiant de ce savoir-faire-là, copie, duplique et crée leur propre marque. C'est de ça qu'il s'agit. Or que notre éducation que nous faisons aujourd'hui, on va former les bureaucrates, on va former des enfants qui vont aller passer le temps, aller s'entasser, c'est-à-dire qu'à la fonction publique, et qui derrière ne sont pas productifs, et qui vont continuer à répéter. Lorsque c'est quelqu'un qui a financé ton éducation, quel est le modèle que tu vas suivre? Quelle idéologie que tu vas suivre? Lorsque c'est la personne qui a financé, c'est-à-dire que
ton agriculture. Quel est le modèle agricole que tu vas suivre? C'est pour ça que je te parle ici à chaque fois. Ouais, mon frère. On doit aussi dire ça. Même quand je dis ça, tu as remarqué que la chaîne est shadowban. Hein? Oui. Parce que lorsqu'ils créent leur technologie, il y a aussi que des règles. Hein? Quand tu vas sur Facebook, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Quand tu vas sur Twitter, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Quand tu vas sur Instagram, tu ne peux pas dire n'importe quoi, on te sanctionne. Tu viens sur YouTube aussi, on te sanctionne. Moi, depuis, tu vois, la chaîne YouTube, c'est-à-dire que ne diffuse plus, c'est-à-dire que ne partage plus la vidéo à plusieurs d'entre vous. Maintenant, à vous de comprendre ça. Parce que peut-être, YouTube aussi a compris que quand on fait des vidéos de 30 minutes, combien vont rester longtemps? Combien restent sur des vidéos pour regarder jusqu'au bout? Ben, on va vous donner comme ça des bouts de vidéos instantanés de 10 minutes. Beaucoup vont préférer aller passer le temps, c'est-à-dire que sur des directs de 5 heures de clash, de Mugupan, de buzz, des choses qui ne nous apportent rien. Je dis bien, avec cette mentalité-là, si on continue comme ça, même dans 1000 ans, on ne va pas se développer. Les Chinois, c'est-à-dire que se sont reconfigurés sur eux-mêmes. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils dominent le monde. Parce qu'ils ont compris que c'est avec leurs valeurs. Ils doivent développer les richesses locales. Ils ont aussi compris une chose. Ils ont leur monnaie. Tu sais pourquoi ils dominent aussi économiquement ou sur le plan commercial? Parce qu'ils ont une monnaie, leur yuan, qui est faible. Tu vois? C'est pour ça que tout le monde vient investir en Chine parce que le yuan est faible. Non seulement il y a une main-d'œuvre qualifiée à bas coût, parce que la monnaie est faible, et derrière ça, la Chine, c'est-à-dire qu'elle exporte. La Chine, c'est-à-dire que c'est l'usine du monde. La Chine passe son temps à exporter. Et sa monnaie, le reste du monde demande à chaque fois à la Chine, c'est-à-dire que d'essayer de réévaluer un peu sa monnaie. Non, il a une monnaie faible parce que tout le monde vient. Et c'est ça qui tue l'Europe. Et c'est ça qui tue un peu les États-Unis parce qu'une monnaie forte, l'euro est fort. Les investisseurs, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas investir que beaucoup en Europe parce que l'euro, c'est-à-dire qu'il est fort. Venir investir en Europe, tu dépenses beaucoup. Aller aux États-Unis, c'est pareil. C'est pour ça que tout le monde va vers la Chine. Même en Afrique, dans la zone CFA, quand on vient dire que le CFA est arrimé, c'est-à-dire qu'à l'euro, c'est une aberration. On devrait avoir notre monnaie et nous-mêmes fixer le taux. Parce que quand le taux est bas, les investisseurs viennent investir. Ils viennent investir. Et c'est ça qui fait la force de la Chine aujourd'hui. Ils sont tous là à demander que non, la Chine essaie un peu de réévaluer sa monnaie pour non. La Chine dit niet. Niet. Et c'est la Chine, comme elle produit, elle est moins dépensière, oui, parce que les Chinois aussi ont appliqué une discipline, c'est-à-dire qu'ils sont économes. Ils sont économes. Dans leurs réserves, c'est-à-dire que dans leur banque centrale, ben, ils détiennent, c'est-à-dire que des milliers, des milliards de dollars. Regarde la crise des subprimes, la crise qui s'est passée en 2008. C'est la Chine qui a acheté la dette des États-Unis. Tu vois un peu le rapport de force. Pourtant, il y a plus de 30 ans, ou revenons même à 60 ans, la Chine mourait de faim. Les mêmes États-Unis étaient quand même maintenu la Chine dans une famine terrible. Parce qu'ils les avaient mis dans une dépendance des céréales. Après, ils les ont coupé les vivres. Mais aujourd'hui, c'est la Chine qui fait vivre que les États-Unis. C'est la Chine qui est venue payer la dette des subprimes. Permettre à ce que les États-Unis ne tombent pas en faillite. Est-ce que tu vois le rapport de force? Donc Donald Trump veut venir inverser ce rapport de force. Mais il sait déjà d'avance que c'est une guerre qui est pratiquement un peu perdue. La Chine a déjà pris le devant. Sur le plan monétaire, la Chine a assis sur un matelas de devises. Sur le plan technologique, la Chine est avancée. Sur le plan scientifique, la Chine est avancée. Sur le plan industriel, la Chine est avancée. Ils sont au top. C'est là où ça se joue. Donc Donald Trump vient comme ça, il balance des menaces. Je vais monter tel que ceci, je vais monter les taxes, je vais monter. Mais il sait que c'est un coup de bluff.
C'est un coup de bluff qui fait aux puissances, qui se respectent. Mais chez nous, ce n'est pas un coup de bluff. Nous, on pleure. Nous, on lit l'heure. Ben, à nous de changer ça. À nous de changer ça. Et aujourd'hui, voilà, avec le modernisme et l'avènement de l'intelligence artificielle, DeepSeek, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle chinoise est venue montrer que aujourd'hui la technologie est à la portée de tous et qu'il ne faut pas les gros sous. Parce que quand c'est l'Amérique qui avait le monopole avec l'intelligence artificielle OpenAI, ChatGPT OpenAI, ils sont allés investir que des centaines de milliards. Donald Trump est arrivé en disant qu'ils vont se lancer massivement sur l'intelligence artificielle. Ils ont sorti un budget de près de 500 milliards. 500 milliards, je ne sais pas si le chiffre là, 500 milliards. En se basant sur quoi? Est-ce que tu vois un peu comment le monde va vite? Comment on peut nous mettre dans une bulle qui peut nous exposer sur le visage? Ils ont dit 500 milliards sur l'IA. Que c'est l'IA qui va tout changer maintenant. Oui, parce que nous sommes toujours dans la spéculation. Nous sommes, c'est-à-dire que dans les histoires, ils nous racontent à chaque fois des histoires. Il s'est entouré, c'est-à-dire que de tous ces multimilliardaires que vous connaissez, américains. Ils ont dit maintenant c'est l'IA. Et le ChatGPT chinois est venu ébranler tout ça. Les Chinois avaient moins de 5 millions, ils ont fait l'affaire. Je te dis tout ça pourquoi? Pourquoi nous les Africains ne pouvons pas faire? Parce que la technologie, aujourd'hui, oui. Le PDG de DeepSeek l'a dit, les plaques graphiques, on peut les avoir. La technologie, on peut l'avoir, c'est à la portée de tout le monde. ChatGPT, pour le faire aussi, aller copier les technologies, aller prendre les données partout. Aller prendre les données partout. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des hommes. Nous avons aussi les intellectuels, nous avons aussi des techniciens, nous avons des docteurs en électronique. Nous avons des électroniciens, nous avons les programmeurs. Qu'est-ce qui nous empêche de faire? L'argent? Non, ce n'est pas l'argent le problème. Parce que nous avons aussi les multimilliardaires et les multimillionnaires en dollars. Et il n'y a qu'à voir comment nous consommons en Afrique. Des personnes qui vont construire les manos à plus d'1 million. Des personnes qui vont acheter les Rolls-Royce Phantom à 1 million de dollars. Les personnes qui achètent des jets privés. Maintenant, à nous de comprendre, de savoir poser nos priorités. Donc, ce n'est pas l'argent le problème. C'est que nous ne savons pas comment investir. Nous sommes dans le show-off, nous sommes dans le paraître. À nous de faire les choses. Et comprendre maintenant que nous sommes dans un monde de rapport de force. Je continue à répéter rapport de force. Et qu'aujourd'hui, comme je continue à vous dire, si moi je suis allé produire avec le poivre, le Jiangshan, le Bitakula, la cola à Kuminata, le palmier à huile, c'est parce que j'avais déjà vu ce rapport de force-là. Tu vois que je ne suis pas allé choisir ces cultures-là pour rien. C'est des cultures comme du terroir. C'est des cultures qui valorisent la production locale. C'est des cultures sur lesquelles nous avons le contrôle sur les semences. Je vous parle ici à chaque fois de la semence. Que tu ne peux pas aller faire l'agriculture si tu n'as pas le contrôle sur la semence. Et que les semences aujourd'hui, c'est la paternité des grands groupes agro-industriels appartenant aux Occidentaux. Comment toi tu peux aller faire une agriculture où tu n'as pas le contrôle là-dessus? Le rapport de force est là maintenant. Tu vois donc aujourd'hui, Bill Gates, il s'assoit, je dis Bill Gates, Donald Trump, Bill Gates, tu vois, lui aussi, qui produit les semences, tu vois, c'est un lapsus révélateur. Lui aussi, il produit les semences. Et ils sont là tous, ils véhiculent leur idéologie. Que va la culture qu'il fallait faire. Il fallait faire le maïs, il fallait faire le soja, il fallait faire le machin, parce que c'est ça qui va venir nous sortir de la famille. Ah, ils ont sorti les semences de qualité, les trucs OGM, qui luttent contre les maladies, qui produisent plus, qui luttent contre la sécheresse. Une propagande, toujours, c'est-à-dire que le storytelling, pour faire consommer les gens. Donc maintenant, si nous, on va donc adopter ces semences-là, et que pour un oui, pour un non, on ne respecte pas, c'est-à-dire que les consignes idéologiques, c'est-à-dire que voilà, américaines.
Donald Trump lui fait quoi? Comme il est en train de faire là maintenant, on ne vous distribue plus les semences. Il dit même ne serait-ce que pour 90 jours, pour 3 mois. Tu fais quoi? Tu lis les, n'est-ce pas? Toi, tu étais allé prendre que 10, 20 hectares, 1000 hectares. Il te dit, on ne te donne pas les semences. Parce que les semences, c'est-à-dire que ça appartient, c'est-à-dire quoi, à une compagnie américaine. Cette compagnie a le brevet dessus. C'est sa propriété intellectuelle. Tu ne peux rien faire contre. Tu fais quoi? Tu lis là. Il te dit aussi, pareil, qu'on ne te fournit pas avec la mécanisation. Oui, tu as dit qu'on donne toi que tu ne décolles pas parce qu'on n'a pas la mécanisation. Parce qu'on cultive encore avec la houe. Parce que machin, parce que c'est sur des états. Donald Trump dit, ok, d'accord. Vous n'avez pas la technique, non, vous n'avez pas la mécanisation. C'est nous qui vous fournissons avec les tracteurs. C'est nous qui vous fournissons les moissonneuses batteuses. Ok. Vous avez tel que voulu changer telle politique qui va à l'encontre des intérêts des Américains. D'accord. On ne vous livre plus les tracteurs. On ne vous livre plus la mécanisation. Tu fais quoi? Oui, c'est sa propriété intellectuelle. Et grave encore, tu vas peut-être dire que non. Comme ils nous ont refusé les tracteurs, on va aller louer, on va aller acheter dans un autre pays. Ouais. Tu fais quoi? Tu vas aller acheter dans un autre pays. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la technologie aujourd'hui, elle est globale, elle est mondialisée. Je peux m'exprimer? La technologie aujourd'hui est mondialisée parce que dans un tracteur ou dans un appareil, que ce soit électronique, que ce soit mécanique, les différents éléments qui sont dans ces appareils-là viennent de plusieurs pays. Et plusieurs pays ont le brevet sur les pièces. Donc si tu vas acheter le tracteur ailleurs, l'Amérique peut encore te condamner. Parce que dans ce tracteur-là, il y a forcément peut-être un composant fabriqué par une compagnie américaine, détenant le brevet sur ce composant. Cette compagnie peut dire à cette société-là, ne vends pas ça à ce fournisseur-là, parce que je suis en froid avec lui. Il a le droit, parce qu'il a le brevet sur ce composant-là. C'est des choses qui se passent, mais que beaucoup d'entre nous ne savons pas. Vous ne savez pas. C'est ça le rapport de force. Et Donald Trump est en train d'utiliser ce rapport de force-là maintenant pour contrecarrer la Chine, par exemple. Parce qu'eux, ils ont, avec Nvidia, ils ont la compagnie Nvidia qui est fabricant des semi-conducteurs. Pour pouvoir contrecarrer la Chine, ils font quoi? Ou contrecarrer même le reste du monde sur le plan de l'intelligence artificielle. Ils mettent le veto sur la vente des puces. Oui, ils mettent le veto sur la vente des puces. Mais le problème aussi, c'est que les États-Unis n'ont pas le monopole, ils ne sont pas autonomes. Les États-Unis aussi sont obligés de commander certains composants, c'est-à-dire que dans d'autres pays, ils n'ont pas le monopole sur tout l'assemblage. Quand on parle de l'IA, ils prennent aussi des composants ailleurs. Donc c'est comme ça qu'ils se font, ils se contrecarrent entre eux. Donc c'est ça la bataille commerciale. C'est ceux qui produisent. Nous, dans tout ça, nous sommes où? On pouvait aujourd'hui aussi avoir la main, on peut avoir la main. Si on se met ensemble. Quand je dis nous, si les pays africains se mettent ensemble, parlent d'une seule voix, d'une même voix. Ce n'est pas que quand on sanctionne l'autre là-bas, l'autre dit non, moi je suis bien avec les autres. Moi je suis bien, je ne vais pas les chercher. Non. On a le pouvoir. Ne serait-ce que même nos matières premières, que ce soit l'or, le diamant, l'uranium, le pétrole, le gaz. Que ce soit dans le domaine agricole, le cacao. Rien qu'avec le cacao, on peut dire qu'aujourd'hui peser sur la balance. On peut imposer les vétos. Avec le café, on peut imposer le veto. Avec le bois, on peut imposer le veto. Avec le caoutchouc qui sort, on peut imposer le veto. Le palmier à huile, si on va produire massivement le palmier à huile, on peut imposer le veto. Si on va produire massivement le poivre, qui est consommé par l'ensemble des zones, on peut poser le veto, les gars. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pour cela, il va falloir qu'on soit unanime. Mais comment est-ce qu'on peut être unanime dans des pays où il y a le tribalisme? Là où il y a le aide-moi à détester. Si tu vois, on se regroupe, c'est parce qu'on veut détester l'autre. Dans un pays tel que là où, je veux dire, la dignité a foutu le camp. On est dans des pays où
La considération humaine, c'est que c'est mort. On est dans le tout, on attend seulement qu'on nous aide. Pays où on accepte de porter les vêtements de mendiants. Oui, quand c'est comme ça, cette pauvreté peut être épigénétique. Oui. Je n'ai pas envie de dire que ça peut être même dans les gènes, parce que oui, la situation que tes parents traversent sur le plan économique, ça peut, si ta maman était même enceinte, ça peut traumatiser, c'est-à-dire que ça peut te traumatiser, et que ça peut traumatiser un fœtus. Lorsque tu nais et que tu reviens donc retrouver cet environnement-là, et que tu viens, tu vois ton père, ou que tu vois ton frère, qui est allé à l'école, qui a des diplômes, et qui revient rester à la maison, parce qu'il n'y a pas de travail. Quand tu vois ton père, qui a les connaissances, qui a un savoir-faire, et il n'y a pas le travail, tu le vois à longueur de journée, assis à la maison, à ne rien faire, à tourner en rond. Tu penses que quel est le message que ça t'envoie? Indirectement, que tu vois, tu sais que pareil. Il est là à ne rien faire, il n'a pas d'argent pour t'aider que ou même pour payer le loyer. Il n'a pas d'argent pour payer à manger. Tout ce que vous mangez, c'est du non contrôlé. Ça impacte quoi? Ça impacte son mental. Il va commencer à devenir agressif. Il va commencer à aller se réfugier dans l'alcool. Il va devenir violent. Voilà les images que toi, en tant qu'enfant, tu vois. Dis-moi, quand tu grandis dans un environnement comme ça, comment penses-tu, comment tu penses, tu sais comment en tant qu'adulte demain, tu vas continuer à commencer à recopier la même chose et de génération en génération, que voilà comment ça va être. Voilà comment la pauvreté s'installe. Parce que tu as vu ton père faire les mêmes gestes. Tu as vu ton père, c'est-à-dire que voilà, ne pas pouvoir mettre une alimentation de qualité. Oui. Parce qu'on dit que la santé commence par l'alimentation. Tu vas avoir une bonne santé, il faut bien manger, manger équilibré, accompagner avec des fruits de qualité, éviter de manger avec les produits chimiques, bouger, faire de l'exercice physique, faire le sport. Le sport, c'est-à-dire que c'est un médicament. Le sport vient te sécréter les hormones de bonheur, les hormones, c'est-à-dire que les bonnes hormones. Le sport, c'est-à-dire que vient te garder, voilà, te donne une ligne, c'est-à-dire que voilà, c'est la santé en fait. Le sport, c'est-à-dire que empêche ici à la matière grasse, parce que tu sais que le gras, le corps a besoin du gras. Je te dis que le corps a besoin du gras. Le corps a besoin de la bonne graisse pour faire fonctionner nos organes vitaux. Oui, sans la graisse, c'est-à-dire que voilà, ton cerveau, ton foie, beaucoup d'organes ne fonctionnent pas. Mais n'oublie pas qu'à la base, nous étions les chasseurs, que nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils bougeaient. Mais aujourd'hui, avec ce monde de modernisme, où on est devenu sédentaire, à force de s'asseoir, d'être sédentaire, tu ne bouges pas. La graisse s'entasse, la graisse va aller boucher tes artères. En bouchant les artères, le sang, c'est-à-dire que n'ayant pas de passage, ça va augmenter quoi? Ça augmente la pression, c'est-à-dire que tu as tes artères. C'est pour ça que tu entends que j'ai la tension, j'ai l'hypertension. En bouchant tes artères, c'est que c'est le cœur qui ne va pas bien fonctionner. Des fois, c'est le cerveau qui ne va pas bien fonctionner. Voilà comment les pathologies vont rentrer. Voilà comment les maladies vont rentrer. Et tu pourras cette fois-ci avoir des pathologies qui demain pourront être néfastes même pour ta descendance. Oui, voilà comment, de façon génétique aussi, tu peux contaminer, c'est-à-dire que tes enfants, par rapport, c'est-à-dire à la situation que tu vis, par rapport au stress que tu vis, parce que tu n'as pas les moyens. Il faut qu'on sorte de là. Et c'est comme ça que la pauvreté peut devenir voilà, épigénétique. Parce que dans ton environnement, tu ne vois que les mêmes... Tu es là, tu vois les mêmes personnes ayant la même situation, et toi, tu copies. C'est pour ça qu'il est difficile, que pour nous, voilà, c'est pour ça que le changement est difficile. Beaucoup d'entre nous, nous voulons changer. Mais c'est le changement qui est difficile. Parce qu'on a été tellement habitués à cela, à voir ça. C'est dans nos habitudes. C'est pour ça que je parle ici que nous sommes avec la somme de nos habitudes. Nous sommes
Ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. Nous sommes ce qu'on croit, nous croyons, nous devenons ce que nous croyons. Est-ce qu'on peut changer ça? Oui, on peut changer ça. Moi, c'est pour cela que j'ai fait le choix de dire non, je n'accepte pas de subir. Je n'accepte pas, c'est-à-dire voilà, que mes circonstances du moment me définissent. Je suis orphelin de père et de mère. Je ne vais pas t'aller aller dire, bon, ma vie est foutue. Le Seigneur, tel que nous a enlevé nos parents, ben, je laisse ma vie maintenant entre les mains de l'univers. Non, je me suis dit non. Bien que le Seigneur ait pris nos parents trop tôt, on va se battre. On va se battre. Et je pense que si on est un peu croyant, avec recul, je me rends compte que c'est dans la difficulté qu'on grandit, les amis. C'est dans la difficulté qu'on grandit. C'est lorsque tu as traversé ces difficultés-là que tu peux apprécier la vie, en fait. Et moi, je le dis encore d'autant plus que j'ai connu encore notre coup dur qui est... J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Donc, quand je viens partager, je prends assez de temps comme ça pour partager. Je sais aussi que la vie est très fragile. Je sais aussi en même temps que si on ne laisse que... Je sais aussi que la vie est très fragile. Et lorsque nous sommes là à dépendre, à laisser notre santé entre les mains des tierces personnes, moi j'ai vu, je sais c'est quoi le coût de la santé en Afrique. Je suis allé en 2021, je vous ai dit, j'ai dépensé plus de 3 millions. Plus de 3 millions. Lorsqu'on vous entame, lorsque tu vas à l'hôpital et qu'on te dit que la caution, ne serait-ce pour te toucher, c'est 500 000, crois-moi, combien peuvent sortir 500 000? Donc, quand les Occidentaux viennent subventionner que notre santé, on devrait avoir honte. Notre santé devrait être notre priorité. Oui, parce que les plateaux techniques de qualité, nous ne les avons pas. Et les cliniques où il y a des plateaux techniques de qualité, tu payes, mon ami. Donc, c'est pour ça que je dis, lorsque tu vas au pays, prépare-toi. Je peux comprendre que ceux qui devaient prendre ces traitements de paludisme, de sida, vous voyez dans quel état ils sont aujourd'hui? Une suspension de 3 mois. 3 mois sans prendre les médicaments. Pour nous, c'est une aberration. Et je dis encore, ces médicaments, on peut les fabriquer. Mais c'est tout simplement parce que on est là à attendre l'approbation des autres. On veut aller demander la permission aux institutions comme l'OMS pour pouvoir fabriquer. Mais vous voyez que Donald Trump, lui, il arrive, il s'en fout de l'OMS. Il sait qu'il est le principal donateur. Il s'en fout du FMI. Il s'en fout de l'ONU. Lorsqu'il est arrivé, il a dit tout de suite que les États-Unis sortent des accords sur le climat. Tout de suite. Oh, les États-Unis sortent sur les accords du climat. Et lorsqu'il a dit, il sort tous les grands groupes-là, les multinationales américaines que vous connaissez, les Goldman Sachs, les BlackRock, tous là sont sortis. Mais nous, est-ce qu'on peut se permettre de le faire? Dès que toi tu dis que tu vas sortir, on te met les sanctions tout de suite. Il a dit, il sort. Tu vois, Donald Trump, il sait qu'il est la première puissance et que toutes ces institutions-là, FMI, Banque mondiale, ONU, OMS, tous ces organismes, ils sont les principaux donateurs. Donc quand eux, ils veulent prendre quand les États-Unis veulent prendre des mesures, ils ne demandent pas l'avis des autres. Alors, on vit dans quel monde? On est dans quel monde? Ça, c'est ce qu'on appelle les rapports de force. Celui qui n'a pas compris, ça n'a rien compris à la vie. Donc, quand on vient aussi investir en Afrique, on se doit de venir investir avec beaucoup de patriotisme. Moi, de tout ce que j'ai fait, et c'est pour ça que je suis allé investir de façon patriotique. Quand je dis j'ai déjà mis plus de presque 200 millions, c'est 200 millions qui sont allés dans l'économie réelle du Cameroun. Aucune compagnie, c'est-à-dire que de l'extérieur, n'a pris. Mais oui, c'est de bonne guerre. Thierry, est-ce que c'est normal? Oui, c'est de bonne guerre. Comment tu veux que l'économie de ton pays avance? Quand c'est toi qui es là, qui est l'agent commercial des autres.
Vous avez déjà vu les Chinois en train de faire la propagande des autres? Quand les Chinois se déplacent, même ils vont en Afrique, ils mangent chinois. Ils ne dépensent, c'est-à-dire que pas dans l'économie telle que réelle des différents pays où ils vont. Ils viennent, ils prennent, ils rentrent chez eux. Mais il n'y a que chez nous, où on est là, on est des consommateurs. On dépense à tout, on tape la poitrine que voilà mon immeuble. L'immeuble dans lequel ton pays ne produit aucun, je veux dire, aucun élément. Tout ce que tu as dépensé, c'est 500 millions. C'est 500 millions qui vont vers l'économie extérieure. On parle à qui même? Voilà ma voiture. Tu achètes. Est-ce que ton pays construit la voiture? Non, à un moment donné, il va falloir qu'on se retrousse les manches. Le développement passe par la douleur. Excusez-moi de vous le dire. On ne peut pas se développer tel qu'à les doigts dans les narines. On ne va pas se développer tel qu'en s'asseyant sur le confort que les autres ont fait. C'est pour ça que je vous dis, même s'il faut, il faut aller travailler avec la machette, avec la houe, on va commencer par là. Ça va nous faire mal. Et on va commencer à développer l'intelligence pour commencer nous-mêmes à fabriquer la machette. Parce que même cette machette qu'on utilise aujourd'hui, ce n'est pas nous qui fabriquons ça. Même la houe qu'on utilise aujourd'hui, ce n'est même pas nous qui fabriquons. Donc on va déjà commencer à fabriquer la houe et la machette. Cette fois-ci, c'est qu'avoir de l'argent, commencer à créer certaines industries. Commencer même à être autonome sur le plan énergétique. Pour commencer à créer des industries qui vont fabriquer la houe et la machette. Commencer à développer les industries qui vont fabriquer même la petite mécanisation. C'est comme ça qu'on va. On ne court pas. La Chine l'a fait sur plus de 30 ans. Mais nous, on veut le là. On veut claquer des doigts et avoir. Tu veux le tracteur rouler sur un tracteur sur lequel tu n'as même pas la possibilité. Tu n'as même pas. Ce n'est même pas adapté à ton sol. Sur lequel à tout moment on peut dire on te fournit même plus les pièces. C'est stratégie, les gars. Moi, je suis allé me lasser de façon stratégique. Lorsque je suis sur le poivre, voilà le poivre, voilà. C'est ça. Personne ne peut t'enlever ça. Le savoir-faire que tu as, c'est à vie. Tu partages ça aux enfants de tes enfants. Les semences, c'est nous qui l'avons. Dans la formation, je t'explique comment faire ta propre pépinière. Et tu pourras expliquer à tes enfants comment faire la pépinière. Ça va rester qu'on a des générations en génération. Pendant plus de 400, 500 ans. Et c'est comme ça qu'on va bâtir les économies fortes. Parce qu'un état de poivrier, c'est 120 millions, 130 millions. Tu vends ici en Occident, 1 million 200 000 euros. Tu lances 2 états, 3 états, 5 états. Tu vois l'argent que ça te fait. Maintenant, on peut aussi aller dire qu'on va aller s'attaquer à l'intelligence artificielle. On peut aller dire qu'on va aller s'attaquer à l'immobilier. Et lorsqu'on va dire immobilier, on va d'abord aller s'attaquer à la transformation des matières premières sur l'immobilier. Le bois, le ciment. Aliko Dangote, le ciment Dangote. On va créer des usines comme ça. Les carreaux, on pourra aller faire la transformation sur les carreaux. Donc tu vois, c'est autant de choses qu'on se doit de faire, mais de façon stratégique, pas à pas. Pas à pas, sans courir. Pas à pas, sans courir. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, que tu me le pousses, partage massivement autour de toi afin que ça puisse impacter comme ça plusieurs d'entre vous. Regarde sur la barre de description de cette vidéo-là. Clique sur le premier lien où je partage avec toi des formations pratico-pratiques qui pourront comme ça que te faire générer une richesse générationnelle. Et comme je dis encore, si tu vas aller plus loin, que tu me rejoins, que je puisse t'accompagner. Sur ce, merci et à la prochaine vidéo. Ciao.